Salut, salut, nous allons dans le tutoriel d'aujourd'hui vous présenter en une douzaine de minutes dans un premier temps la partie théorique des tests, des différents tests de Q2, que ce soit les tests d'homogénéité ou alors les tests de conformité de façon théorique ou alors les tests d'indépendance également. Nous allons vous présenter comment de façon théorique ces différents tests sont conçus et par la suite, nous allons vous montrer de façon pratique comment le test du Q2 s'implémente avec SPSS. Déjà, il faut rappeler que d'un point de vue pratique, le test du Q2 s'implémente en collaboration avec les tests du ratio de vraisemblance et les tests linéaire par linéaire. Donc, nous allons pouvoir faire d'une pierre deux coups en vous montrant, dans le cas pratique, essentiellement le test d'indépendance du Q2 et vous montrer comment on peut lire par la même occasion le test du ratio de vraisemblance et du linéaire par linéaire au moyen de SPSS. Il en existe deux types, la famille des tests d'adéquation et d'homogénéité, et puis notre famille de tests d'indépendance. Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment de façon théorique et pratique implémenter le test Q2 et dans quelle situation utiliser tel ou tel autre type de test, quels sont les principes fondamentaux et comment mener à bien un test d'hypothèse du Q2. Alors, d'entrée de jeu, on a une première famille constituée de tests d'adéquation ou de conformité et puis de tests d'homogénéité. Voilà. Donc, pour ce qui est des tests d'adéquation ou de conformité, il s'agit de juger de l'adéquation entre une série de données statistiques et une loi de probabilité définie a priori ou à une population donnée. Les tests d'homogénéité, quant à eux, traitent des questions où on se demande si deux listes de nombres du même effectif peuvent dériver d'une même loi de probabilité. Il y a une certaine similitude entre ces deux types. Mais pour ce qui est du principe, il faut dire ici que l'analyse se fait à l'aide d'un tableau de corrélation lorsqu'il s'agit de variables quantitatives regroupées en classes ou plus souvent, comme je l'ai dit tantôt, de contingence de variables qualitatives. Donc, il ne concerne que des données discrètes de toutes les façons. Et donc, on calcule les fréquences attendues de chacune des classes, des cases, puis les écarts entre celles-ci et les fréquences réellement observées. Nous allons vous montrer comment cela se passe de façon pratique. Alors, pour ce qui est du test de conformité, on calcule la statistique du Q2 et on a besoin d'avoir les fréquences observées et puis les fréquences absolues attendues. Donc, on a pour les tests de conformité ou d'ajustement des tableaux de contingence dans lesquels on veut tester l'hypothèse A0 selon laquelle les lois de distribution des classes connues ou supposées connues suivent une certaine loi de probabilité. On a un échantillon, une distribution, un échantillon où on observe les fréquences O1, O2 et ainsi de suite jusqu'à ON dans chacune des classes. On peut calculer la somme des sommes partielles des fréquences.
On a également les fréquences attendues sous l'hypothèse de conformité de loi. On a F1, F2 et ainsi de suite. La somme des fréquences est égale à 1 naturellement. Donc, l'effectif attendu sous l'hypothèse H0 est donné par C1, C2 et ainsi de suite. Donc, étant donné le nombre de degrés de liberté qui est le nombre d'observations moins 1, le test d'ajustement utilise la statistique du qui2 observé qui est la somme des écarts des écarts entre les observations, les fréquences observées et les fréquences attendues sous l'hypothèse nulle, que divisent les fréquences attendues sous l'hypothèse de conformité à la loi. Et donc, à chaque fois, les fréquences doivent être supérieures à 5. C'est l'une des conditions de l'application du test de Qui2. Et donc, comme conclusion, si la fréquence observée est inférieure à la valeur critique du Q2 à nu degré de liberté au seuil considéré, alors H0 est acceptable au risque du seuil alpha. Donc, le risque de première espèce alpha 0 est lu dans la table à nu degré de liberté pour la valeur du Ki2 observé. Donc, voilà. Donc, lorsque la valeur du Ki2 observé est supérieure à la valeur critique, on rejette l'hypothèse nulle. Nous allons vous l'expliquer un peu plus bas pour que vous puissiez mieux le comprendre avec des cas pratiques. Pour ce qui est du test indépendant, nous allons considérer un tableau de contingence pratique où on a deux variables aléatoires qualitatives, la filière choisie par les enfants à l'université et le métier des parents, du parent principal. Alors, on a ceux qui choisissent de faire du droit, de la science, la médecine et les instituts universitaires de technologie UIT. Et parmi les professions, on a les exploitants agricoles, on a les patrons, on a les cadres supérieurs, on a les employés et enfin les ouvriers. On veut essayer de voir si la profession et la filière choisie par l'enfant à l'université est indépendante. En fait, si la profession et la filière choisie à l'université sont indépendantes. Voilà. Donc, le tableau de contingent, dans le tableau de contingent, on a la modalité ligne, ou alors la variable x, la modalité y qui est représentée par la variable y. L'hypothèse du test, c'est H0. Les hypothèses du test sont les hypothèses nulles H0. Les variables x1 et x2 sont indépendantes et l'alternative, les variables x1 et x2 sont dépendantes. Donc, on a les différents effectifs observés dans notre tableau. Par exemple, les parents exploitants agricoles dont l'enfant a choisi le droit sont au nombre de 80, par exemple. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on construit la statistique du test du Qui2, du test d'indépendance du Qui2? On a les effectifs observés, OIJ. OIJ, c'est les effectifs observés de la modalité I, la modalité XI, de la ligne I et de la colonne J. Donc, I, c'est pour la variable ligne et J, c'est pour la variable colonne. Donc, on a par exemple O11 qui est égal à 18 dans ce cas. O12 est égal à 99. Autrement dit, la fréquence observée pour la modalité de la première ligne et de la deuxième colonne, c'est ça qui fait 80. Et donc, comment est-ce qu'on calcule les fréquences théoriques? Théoriquement,
La fréquence théorique se calcule en faisant le produit total de la ligne I multiplié par le total de la colonne J que divise l'effectif total. C'est ça l'effectif théorique. Dans le cas présent, l'effectif théorique de la ligne 1 et de la colonne 1 est égal à 320 qui est l'effectif de la ligne multiplié par 1029 qui est l'effectif total de la colonne 1 divisé par l'effectif total qui est de 3000 qui est de 3784. Voilà, l'effectif théorique est de 82,12 alors que l'effectif observé est de 80. Voilà. Comment est-ce que de façon globale, de façon générale, les effectifs théoriques ont été calculés dans le tableau du bas en utilisant la relation totale ligne de la IM ligne multipliée par le total de la JM colonne que divise tout simplement l'effectif total. Alors, l'inspiration de ce calcul vient du fait que lorsque les probabilités, deux probabilités, si on prend le cas de deux probabilités sont indépendantes, la loi marginale de l'intersection, c'est le produit des lois. Voilà. Donc, ayant les différents effectifs calculés, on peut calculer la contribution au qui de chaque élément de notre tableau, la contribution au qui de chaque élément de la ligne I de la colonne J, c'est l'effectif observé à la ligne I colonne J moins l'effectif théorique à la ligne I colonne J au carré divisé par l'effectif théorique correspondant. Et la distance du qui de, c'est tout simplement la somme des contributions au qui de chaque élément du tableau. Et on va considérer le nombre de degrés de liberté étant égal au nombre de modalités ligne moins 1 multiplié par le nombre de modalités colonne moins 1. Dans le cas présent, ce nombre de degrés de liberté vaut 12. Et donc, la statistique, la distance du qui de que nous avons signifié tout à l'heure suit une loi du qui de à nombre de degrés de liberté égal à DDL, qui est le nombre de modalités ligne moins 1 multiplié par le nombre de modalités colonne moins 1. C'est ça qui donne le nombre de degrés de liberté. Alors, il faut préciser ici que la loi du qui de, c'est une loi de probabilité qui peut être représentée comme vous pouvez le constater sur votre écran. Et donc, la probabilité, la loi de qui de est ainsi représentée. Et bon, vous voyez que le seuil de probabilité, la valeur critique au seuil de 5% pour 12 degrés de liberté est de 21,03, ce qui signifie tout simplement que pour une variable aléatoire suivant une loi de qui2 à 12 degrés de liberté, la probabilité qu'une valeur soit plus grande que cette valeur critique de 21,03 est de 5%. Donc, si on suppose qu'une variable aléatoire suit une loi de qui2 à 12 degrés de liberté, il y a de très faibles chances qu'elle ait une valeur supérieure à 21,03. C'est la raison pour laquelle, lorsque notre loi de probabilité sera supérieure à cette valeur critique, on va rejeter l'hypothèse nulle, celle de l'indépendance de notre variable aléatoire. Et donc, la table du qui2 peut être représentée comme on peut le constater. Le table de loi de qui2 au seuil de 5% à 12 degrés de liberté donne une valeur critique de 21,026, ce
qui permet de voir que le Ki2 observé est supérieur à la valeur critique et on conclut donc que sur H1, c'est-à-dire nos deux variables aléatoires sont dépendantes. Donc, les deux variables étudiées dépendent l'une de l'autre. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Nous espérons qu'il vous a permis de comprendre la notion de test de Ki2. Le test d'indépendance du Ki2 ou le logiciel SPSS. Alors, il faut rappeler ici que le test d'indépendance du Ki2 sous le logiciel SPSS est assez simple. Et c'est un test qui théoriquement permet de valider ou d'invalider l'indépendance entre deux variables qualitatives. Alors le texte d'indépendance du Ki2 dans SPSS nous permet en même temps de faire le test du rapport de vraisemblance, du ratio de vraisemblance et du test linéaire à linéaire. Alors pour le faire, nous allons aller tout simplement dans l'onglet analyse statistique descriptive et puis nous allons choisir tableau croisé. Alors soulignons également que il s'agit d'une base de données d'une enquête de satisfaction menée par une entreprise auprès de ses clients. Nous allons essayer de regarder l'indépendance de quelques-unes des variables de notre base de données. Alors la boîte de dialogue qui s'est ouverte nous donne la possibilité d'insérer la variable ligne et la variable colonne ainsi que la variable couche le cas échéant. Nous allons insérer par exemple le sexe en ligne puisqu'il s'agit d'un test d'indépendance Ki2 ratio de vraisemblance linéaire. Le choix le fait de mettre l'une ou l'autre des variables en ligne ou en colonne ne change en rien le résultat. Nous allons par exemple tester, regarder si le sexe est dépendante, si le sexe et la fréquence d'achat. La fréquence d'achat si le fait d'avoir une si la variable fréquence d'achat est indépendante de la variable sexe. Alors une fois les deux variables insérées dans la boîte de dialogue, nous allons dans l'option statistique, nous cochons Ki carré au-dessus de la boîte du dialogue qui va s'ouvrir après avoir cliqué sur statistique. Nous cochons tout simplement Ki carré et puis nous appuyons sur poursuivre et par la suite nous appuyons sur OK. Alors le résultat qui est affiché nous présente dans un premier temps le tableau qui permet de croiser nos deux variables sexe et puis fréquence d'achat. Nous allons là en ligne le sexe et en colonne la fréquence d'achat. Il faut remarquer ici que le sexe a deux modalités homme et femme, et tandis que la variable fréquence d'achat, les modalités première fois, une fois par mois, moins d'une fois par mois, une fois par semaine, plus d'une fois par semaine. Voilà. Et donc le test de Ki2 nous produit plusieurs valeurs. La première valeur se trouve dans la première ligne du tableau, test du Ki carré de Pearson. La valeur c'est 1,601, la valeur de la statistique du Ki2. 4 c'est le nombre de degrés de liberté. Et puis la significativité qui représente la p-value de notre test, qui selon le seuil de significativité fixé peut nous conduire à prendre la décision de rejet ou d'acceptation de l'hypothèse d'indépendance. Alors dans le cas présent, nous avons une p-value de 8 de 80%, 80,9%.
Alors, au seuil de significativité de 5%, on pourrait conclure que les deux variables sont indépendantes. Lorsque le test du qui2 s'interprète un peu différemment des autres tests, on accepte l'hypothèse lorsque la p-value est supérieure à 5%. Si on a fixé un seuil de significativité de 5%, donc dans le cas présent, on accepte l'hypothèse d'indépendance entre le sexe et la fréquence d'achat, que ce soit la première, une fois par mois ou bien plus d'une fois par semaine. Ça n'influence pas sur... c'est complètement indépendant de la variable de sexe. Voilà. La deuxième ligne nous donne le rapport de vraisemblance. Là, on a sur la première colonne la statistique de la deuxième ligne, la statistique du rapport de vraisemblance, là le nombre de degrés de liberté et là la significativité. Pour le test association linéaire par linéaire, on a exactement les mêmes données que pour les deux textes précédents, à savoir le qui2 et le rapport de vraisemblance, qui donne des significativités presque similaires. Nous allons regarder également la significativité, l'indépendance de la variable sexe et d'une autre variable. Nous allons regarder par exemple, nous allons retirer notre fréquence d'achat de notre boîte de dialogue. Nous allons prendre par exemple les causes de l'achat. Et puis nous allons voir si le sexe est indépendant de... Si la cause d'achat est indépendante du sexe. Donc le fait de... Nous allons appuyer sur OK. D'abord, le premier tableau nous donne d'abord la description du tableau croisé de nos deux variables, sexe et puis cause. La cause peut être le prix, la cause peut être la commodité, le service et autres. Nous allons regarder notre tableau nous renseigne ici par le qui2 à travers la p-value qui est de 0,08%, 0,08%. Inférieur à 5%, 0,8% inférieur à 5%, nous renseigne ici que la cause de sexe n'est pas, on ne peut pas accepter l'hypothèse, on ne peut pas rejeter, on ne peut pas accepter l'hypothèse d'indépendance entre la cause générale et puis le sexe. Autrement dit, le sexe influence sur la cause, ou alors la cause, le sexe influence effectivement sur la cause générale. Donc on ne peut pas conclure à l'indépendance entre, on ne peut pas conclure qu'il y a une indépendance entre la cause générale de l'achat et puis le sexe. Plus tard dans d'autres analyses, on pourra regarder quel est le sexe qui influence le plus ou le moins. Pareil pour le test du rapport de vraisemblance. Les trois tests de qui2, le rapport de vraisemblance et l'association linéaire par linéaire nous donnent des p-values qui sont significatives au seuil de 5% et donc il n'y a pas indépendance entre, donc il y a un lien entre, si on peut le dire ainsi, entre le sexe et la cause générale de l'achat. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Rendez-vous très prochainement dans du nouveau tutoriel. Merci.